Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale dans un lieu aussi emblématique. Monsieur le ministre Gérald Darmanin, bonsoir. Bonsoir. Les gardes des Sceaux, les chanceliers de France sont ici depuis 3 siècles et plus que jamais au cœur des événements. La guerre avec l'Algérie, le narcotrafic, l'exécution des peines, le débat sur la migration, mais aussi la France sans budget, l'avenir du gouvernement incertain. On attend de vous beaucoup de réponses, peut-être d'annonces ce soir. Un mot d'abord d'emblée, de tonalité. Dans ces grands ministères régaliens, il y a ceux qu'on oublie, il y a ceux qui restent, les Badinter, les Simone Veil, les Pasqua. S'il fallait résumer votre ambition d'un mot, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais détermination, humilité bien sûr, devant la difficulté de la tâche. Chacun sait que la confiance que les citoyens doivent avoir dans la justice, c'est une condition de la démocratie et de la paix sociale. Humilité parce qu'on sait que c'est un ministère difficile, évidemment. Les magistrats, les greffiers, les agents pénitentiaires sont des gens évidemment éminemment respectables, qui travaillent avec peu de moyens. Et puis détermination parce que les Français ont besoin de décisions rapides, fermes, compréhensibles. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parlons d'abord de la crise avec l'Algérie. Cette scène inouïe de l'activiste appelant au crime, expulsé, retourné à l'envoyeur à la France. Comment est-ce que vous qualifiez cet acte de l'Algérie ? D'abord, aucun étranger et aucun Algérien ne doit pouvoir, sur le sol français, insulter, menacer nos concitoyens, menacer notre pays. Et je voudrais soutenir évidemment la décision du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On ne peut pas accepter ça de n'importe quel étranger qui est sur notre sol. Il a dit, la France, il y a une volonté d'humilier la France. Est-ce que vous partagez ce mot ? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes un pays souverain, tout autant que l'Algérie, qui est un immense pays très important, le plus grand d'Afrique, qui aujourd'hui préside le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un immense pays avec lequel on doit avoir des relations, et si possible des relations privilégiées, pas simplement par l'histoire, mais par le fait qu'on a plein d'enjeux et d'intérêts en commun, le terrorisme, la lutte contre l'islam radical. Aujourd'hui, il y a des centaines de djihadistes en Syrie qui sont algériens ou franco-algériens. On doit parler évidemment avec le gouvernement algérien. Posons les choses d'emblée, Est-ce qu'on a besoin de l'Algérie ? On dit souvent, il y a des banalités, des lieux communs, le pétrole, etc. Vous avez mentionné le mot renseignement, n'est-ce pas ? Oui, il nous aide pour le renseignement. Oui, comme d'autres pays, bien sûr. Mais évidemment que l'Algérie nous aide, et nous aidons l'Algérie, par ailleurs, qui a été elle aussi touchée par la décennie noire, par l'islamisme radical, et qui a payé de son sang cet islamisme radical. Donc l'Algérie est un grand pays souverain, qui est respecté comme tel. Nous sommes un grand pays souverain. Et bien évidemment qu'on ne doit pas avoir dans les relations entre deux pays des actes comme ceux qui ont été commis. Donc il faut absolument mettre les choses à plat, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté, bien évidemment. Et moi je souscris à ce que fait le gouvernement en ce moment, de discussions extrêmement franches avec notre grand partenaire qu'est l'Algérie. Ces activistes islamistes appelant à la violence, ce sont des faits très graves. Alors, celui dont on parle, qui a menacé de torturer un opposant au régime en Algérie. Il y en a un autre qui a appelé à des attentats en France le 1er janvier. Un troisième qui parle de brûler les Français. Je le jure devant Allah, ici en France, on va vous achever, etc. Pour des cas aussi fanatisés, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, celui qui est revenu, est-ce qu'il risque de retourner dans la nature ? D'abord, la justice est extrêmement ferme. J'ai constaté que chacun des cas, les procureurs de la République avaient pris des réquisitions extrêmement fermes. Ils ont été mis en garde à vue, ils sont poursuivis par la justice. Et pour la personne qui est revenue, comme vous le dites, je constate aujourd'hui que le juge des libertés de la détention, celui de Meaux, maintient en détention, en centre de rétention administrative, cette personne. Donc, pour l'instant. Mais la justice est ferme. Ensuite, il faut évidemment que nous expulsions ces personnes. Pour expulser quelqu'un, il faut être deux. Il faut être le pays qui expulse et le pays qui accueille. C'est ça qu'il faut améliorer. Je sais que c'est très difficile. J'ai expulsé l'année dernière 1750 Algériens terroristes soupçonnés de terrorisme ou criminels. 1750. C'est 2 fois plus que d'expulsions vers le Maroc. Et c'est l'année la plus importante depuis 2019. Mais c'est très difficile. Rappelez-vous l'imam Equisen, que j'ai expulsé après de longues semaines de discussions médiatiques, d'ailleurs, au Maroc. Monsieur Tatayat, qui est un imam radicalisé antisémite, que j'ai expulsé vers l'Algérie. Monsieur Majoubi, que j'ai expulsé vers la Tunisie. Chaque cas est très difficile. C'est pour ça que c'est difficile d'être ministre de l'Intérieur. Et moi, je voudrais soutenir Bruno Retailleau dans son action. Mais il faut aussi parfois changer des règles. Alors, changer. Parlons de ce qui peut changer. Parce qu'il faut améliorer les choses. Est-ce qu'il faut réformer les choses, envisager en tout cas qu'il y ait des juridictions, y compris d'exception, pour des rétentions administratives plus longues ? Je pense qu'on peut tout regarder pour protéger les Français. Il ne faut avoir aucun débat picrocolin parce que nous sommes là pour protéger nos compatriotes. Aujourd'hui, la rétention, c'est une rétention de 3 mois. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre, pour des gens qui ne sont pas sous main de justice, mais sous la main des préfets, du ministre de l'Intérieur, dans des centres qui attendent l'expulsion 3 mois. Nous l'avons augmenté pour les gens qui sont soupçonnés de terrorisme. Faut-il l'augmenter encore pour d'autres raisons ? Pourquoi pas ?
puisque les directives européennes nous permettent de le faire. Nous avons une discussion aujourd'hui pour augmenter la rétention pour les personnes qui sont coupables de violences sexuelles. J'ai déjà dit que j'étais favorable à cette question. Mais on doit évidemment améliorer nos relations diplomatiques. Pas simplement avec l'Algérie seule, mais avec tous les pays européens. J'entends la proposition de baisse des visas. Je l'ai fait en 2021-2022. Nous avons baissé drastiquement les visas pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, avec un succès très relatif. Pourquoi ? Parce que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains et tous les autres pays demandent des visas Schengen, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et ensuite viennent en France. Donc vous vous fâchez diplomatiquement, et ce n'est pas efficace en immigration. Alors que faire ? Entrons vraiment dans le vif du sujet. D'abord, ce que doit faire le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, c'est discuter avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne pour se mettre d'accord pour une réponse commune. Il ne peut pas y avoir des tireurs cachés dans tout ça. Donc on doit faire la tournée des capitales européennes pour dire nous avons une position commune face à des actes d'ingérence inacceptables. Deuxièmement, on peut parler de l'accord de 68, ce fameux accord bilatéral avec l'Algérie. Plutôt favorable à l'Algérie, est-ce qu'il faut le réviser ? Mais oui, on peut le dénoncer, on peut le réviser. Il a été révisé 4 fois. Et d'ailleurs, il est devenu un peu obsolète. Il date de 1968. Mais ce n'est pas ça, me semble-t-il, le nœud principal du problème. C'est d'ailleurs une guerre déjà passée. Aujourd'hui, il y a d'autres raisons de pouvoir faire des mesures qu'on appelle de rétorsion qui ne touchent pas les Algériens de base ou les Français de base qui ont des relations économiques, sociales, culturelles et qui ne doivent pas payer les pots cassés des dirigeants politiques. Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Je pense que toucher les dirigeants, ou la plupart des dirigeants algériens, qui ont la position de décision d'humiliation, comme l'a évoqué le ministre de l'Intérieur, ça me paraît plus intelligent, plus efficace, et ça peut se faire très rapidement, sans toucher nos 10% de nos compatriotes qui ont des liens de sang, de sol, de culture, y compris les pieds noirs, qui évidemment ont envie d'avoir un lien culturel avec l'Algérie. Vous venez de faire une annonce importante. Ce sont des milliers, n'est-ce pas, de représentants de cette nomenclatura algérienne du pouvoir militaire et pétrolier qui ont des visas. Est-ce qu'il y a un moyen de réduire de combien à peu près leur visa ? Il faut supprimer cette facilité. Avant 2013, il n'y avait pas cette facilité. Depuis 2013, il y a cette facilité. Donc vous êtes prêt au bras de fer, supprimer ces facilités pour tous ces gens ? Ce que je vous dis, c'est que nous avons une relation avec un grand pays qui est l'Algérie, qui est un pays, notre voisin, avec lequel on doit s'entendre. Nous avons des intérêts communs. C'est un pays souverain qui entend le dire, et ils ont raison. Nous devons les respecter. Mais ils doivent nous respecter aussi. L'Algérie doit respecter la France doit respecter l'Algérie. Nous avons des intérêts contre le terrorisme. Et je le dis encore, avec ce qui va se passer en Syrie, c'est très important pour la suite de la sécurité nationale et de la sécurité de l'Algérie comme de la France. Nous avons des intérêts migratoires. L'Algérie, c'est aussi un poste avancé de l'Afrique qui connaît des difficultés déstabilisées. L'Algérie, parfois... Pardon de vous interrompre, parlons plus clair, parce qu'on a bien compris... Attendez, on a bien compris que vous avez une main, vous avez une main qui négocie, qui dialogue. D'ailleurs, on va parler plus tard de ça. Vous connaissez très bien l'Algérie. Et il y a une main qui dit, si rien ne change, nous allons être plus durs, et notamment en termes de visa pour la nomenclatura algérienne. C'est ce que je vous propose, personne ne l'a mis dans le débat. Parce que la difficulté que nous avons, c'est que nous devons travailler avec l'Algérie pour la sécurité de nos concitoyens. Mais nous devons aussi expulser les personnes qui sont sur notre sol. Quand j'expulse, quand j'étais ministre de l'Intérieur, 1750 personnes par an, c'est cas par cas, avec beaucoup de difficultés. Donc tout ce qui peut améliorer dans la loi française, comme dans les accords internationaux, comme le travail européen pour protéger notre pays, doit être fait. Il y a le cas particulier évidemment de Boualem Sansal, qui est aussi citoyen français. C'est un compatriote français retenu de manière arbitraire en Algérie. Que dites-vous au pouvoir à Alger ? D'abord, il doit retrouver la liberté le plus rapidement possible. L'Algérie, je pense, s'honorerait de le libérer. Et pour le reste, s'agissant de la vie d'un homme âgé, malade, je ne pense pas que la diplomatie se fasse sur les plateaux de télévision. Comment qualifier l'attitude de la France, de l'Algérie en l'occurrence ? Je pense que nous sommes dans un moment très critique et cette humiliation qu'on veut nous faire subir n'est pas acceptable. Et donc c'est une position désormais très difficile que celle de la relation diplomatique entre nos deux pays. Il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie en France, par exemple. Nous avons des difficultés extrêmement fermes à nous faire entendre. Eh bien, nous devons prendre parti de cette position et remettre à plat toute notre diplomatie avec l'Algérie. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a évoqué le fait qu'il était prêt à se rendre à Alger pour pouvoir parler de tous ces problèmes migratoires, culturels, économiques, de sécurité, je pense que l'Algérie devrait accepter la venue du ministre des Affaires étrangères. Le poids de l'histoire, il est partout. Il y a eu des crimes de guerre algériens et français.
il y a des symboles si forts du point de vue des Algériens. Si on remonte à Bugeaud, qui était l'auteur des Enfumades, l'armée française a commis des crimes de guerre très importants au XIXe siècle, et aussi pendant la guerre d'Algérie, les Algériens aussi. Mais est-ce que une part de vous comprend cela? Est-ce qu'il y a un passif qui n'est pas encore réglé? Encore une fois, je pense que ces discussions franches sur tous les sujets peuvent s'aborder entre personnes qui se parlent et qui se respectent. Mais là, nous ne sommes pas dans une relation de respect pour l'instant. Je connais un peu l'Algérie, j'ai eu une histoire particulière, mon grand-père était tirailleur algérien, j'aime l'Algérie et le peuple algérien, mais nous sommes français et on doit être respecté comme n'importe quel autre pays. Et je pense que l'Algérie, vous savez, si elle connaissait sur son sol des influenceurs français qui appellerait à le crime contre les Algériens, le viol contre les Algériennes, la sédition contre le pouvoir politique, les Algériens seraient le premier à les mettre en prison. Donc je pense qu'il est normal de faire en France ce que les Algériens demandent à ce qu'on fasse en Algérie. Je vous donnais l'exemple très concret de Bugeaud. Pour les Algériens, et là, c'est pas seulement le pouvoir qui manipule, c'est une grande partie des Algériens qui ont une mémoire historique qui disent Bugeaud, toutes les rues Bugeaud en France, il faudrait les débaptiser. Oui. Moi, je suis né en 1982 et je regarde l'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est regarder l'avenir. Je pense que tous ceux qui sont issus de l'immigration regardent l'avenir et ne sont pas dans des combats qui sont évidemment respectables. La mémoire, il faut la laisser aux historiens, pas aux hommes politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de nos concitoyens. Si, parce qu'on ne se parle plus, on a un attentat terroriste en France, en Algérie, si on n'est pas capable de parler avec l'Algérie de ce qui se passe des centaines de djihadistes qui sont dans les prisons syriennes, alors on n'aura pas été à la hauteur des hommes d'État. Monsieur le ministre, la justice, l'exécution des peines, la drogue, vous avez fixé des sujets prioritaires. Actuellement, dites-moi si je me trompe, les chiffres sont tellement impressionnants. 200 procès d'assises en attente dans les seules Bouches-du-Rhône. 1500 personnes qui attendent leur bracelet électronique. Comment est-ce qu'on remonte un Everest de retard aussi grand? Oui, la situation de la justice française est très critique. Pour plusieurs raisons, des manques de moyens, des procédures trop complexes, des difficultés carcérales. Il y a 4000 procès criminels en attente en France. 700 en Ile-de-France, vous l'avez dit, 200 assises attentes de Bouches-du-Rhône. Pourquoi? Parce que cette justice est trop lente. Ce que je vois depuis 3 semaines, c'est des magistrats courageux, des greffiers courageux, des agents pénitentiaires courageux, mais épuisés. Et ils pensent qu'ils ne seront pas au rendez-vous de la sécurité des Français si nous laissons passer tout ce temps. Il y a des décisions criminelles qu'on doit avoir à Paris qui attendent 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ça n'a aucun sens. Et donc la fermeté de la justice, c'est d'abord sa rapidité, pas sa précipitation. Tout le monde doit avoir le droit à un procès équitable, évidemment, en respectant les droits de la défense. Mais personne ne comprend que des gens ne sont jamais jugés. Et donc il faut revoir de fond en comble beaucoup de choses. Des moyens ont commencé à être donnés, notamment par mes prédécesseurs, par mon prédécesseur Éric Dupond-Moretti. Ils ne sont pas suffisants, donc je vais me battre pour avoir un budget. Mais il faut aussi simplifier une partie de la procédure pénale qui aujourd'hui ne protège pas assez les victimes et la société. La part énorme des narcotrafiquants. Moi, je vous avoue que j'ai été sidéré par ce chiffre. Il y a 80 000 personnes en prison en France, 17 000 qui sont pour crimes et délits liés aux stupéfiants. Oui. La proportion est absolument colossale. Et en particulier, les narcotrafiquants, les plus importants. Vous avez dit, ils sont 100 à peu près. Il faut prendre des mesures exceptionnelles contre eux. Où en est-on? Bon, d'abord, le narcobanditisme, le trafic de drogue, c'est plus simplement un problème de santé publique. Ça l'est, évidemment. C'est un problème de sécurité intérieure. Ça déstabilise des démocraties. Ce n'est pas vrai qu'en France. Aux États-Unis, la première cause de mortalité, c'est le fentanyl, un opioïde de synthèse qui tue des dizaines de milliers de personnes par an. Regardez les Pays-Bas, regardez la Belgique, des États qui sont déstabilisés par le narcotrafic. Donc d'abord, c'est une menace de sécurité intérieure, il faut le prendre comme tel. Donc il faut changer notre posture. Et il faut faire contre la drogue ce qu'on a fait contre le terrorisme et qui a fonctionné, même s'il y a encore des attentats, évidemment. La France a su se doter d'armes extrêmement fortes, judiciaires, administratives, contre le terrorisme. Il faut donc tout changer sur la lutte contre le trafic de stupes. Jusqu'à présent, nous pouvons aussi dire que nous avons quelques résultats. Il y a 2 fois moins de règlements de compte à Marseille en 2024 qu'il y en avait auparavant, mais pas assez importants, donc il faut mettre des moyens extrêmement forts, comme sur le terrorisme. Ces grands narcotrafiquants, ils continuent à organiser le trafic parfois de leurs cellules ou de l'étranger. Parlons d'abord de ceux qui organisent depuis leurs cellules. Si je peux me permettre, pour les Français, il y a quand même une petite réussite dans ce que nous faisons. C'est que les grands narcotrafiquants, ils ne sont pas à Saint-Tropez et ils ne se baladent pas dans les rues sans être inquiétés par la police ou la justice. Ils sont, comme vous l'avez dit, à l'étranger, aux Émirats arabes unis, au Maghreb, en Thaïlande. C'est-à-dire pour ça qu'il faut avoir des bonnes relations avec ces pays parce que justement, on doit lutter contre ces narcotrafiquants. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, on a su arrêter un grand trafiquant qui était au Maroc grâce à la relation que nous avons avec les autorités marocaines ou dans nos prisons. Donc ils ne sont pas, ou très peu, dehors. Ça montre qu'ils ont peur, malgré tout, de la police et de la justice. Mais ce qui est insupportable, c'est que dans nos prisons, ce ne soit plus des entraves pour la plupart d'entre eux pour continuer leur trafic ou pour assassiner ou menacer des magistrats, des agents pénitentiaires, des journalistes ou des avocats. Vous avez annoncé l'isolement de ceux qui sont en prison. Donc ce que nous allons faire, on ne connaît pas exactement aujourd'hui le nombre de personnes qui sont extrêmement dangereuses. Monsieur Amra,
qui a assassiné, il n'y a pas d'autre mot, ces agents pénitentiaires au péage d'Incarville. Il n'était pas vu par l'administration pénitentiaire, par la justice, comme très dangereux. Ce qui montre bien que nous-mêmes, on a des trous dans la raquette. Et je suis là pour changer ça. Donc j'ai commencé par dire qu'on va prendre les 100 pires, les 100 plus graves narcotrafiquants, et on va effectivement les isoler. Et comme nos prisons françaises, malheureusement, tout le monde le voit, on peut téléphoner, c'est inacceptable, personne ne le comprend, et moi je ne le comprends pas. 40 000 téléphones saisis en prison. Oui, l'année dernière. Ouais. Donc j'imagine que c'est beaucoup plus, parce qu'il faut encore plus, avec plus de volonté, je pense qu'on en trouvera davantage, voyez-vous. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays, c'est une prison de haute sécurité. Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système, si j'ose dire, de mixité, qui consiste à mettre, on est terroristes, des criminels, des gens qui ont, avec leur voiture, écrasé des gens qui ont tapé leurs femmes, et on les met tous dans la même prison. Voilà. Ils ne sont pas tous dans la même dangerosité, et en tout cas, on ne les adapte pas tous à sécurité de la même manière. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. Est-ce qu'on sait déjà quelle prison vous l'avez choisie ? J'ai 2 prisons dans la tête, si j'ose dire. J'ai commencé à en visiter sans journaliste d'ailleurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour cet été, et je n'ai pas besoin de loi pour ça, j'ai besoin de la volonté, on va en avoir un petit peu d'argent et j'en aurai, on va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison et montrer que quand on est en prison et quand on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. C'est une annonce très importante que vous faites là et très inédite effectivement dans l'histoire judiciaire française. Donc vous êtes en train de choisir entre 2 prisons. Est-ce qu'on peut savoir déjà lesquelles ? Non. La question du brouillage, n'est-ce pas ? On comprend bien que ce qui est capital, c'est qu'ils ne puissent pas passer des appels, si tant est qu'ils arrivent avant un téléphone, depuis là. Oui, mais il n'y a pas que le brouillage. Il y a la menace ou la corruption avec des agents pénitentiaires. Il y a les drones qui arrivent, il y a des livraisons, il y a des hélicoptères qui peuvent arriver. Quand vous avez autant d'argent, ce sont des gens qui ont une puissance financière énorme. Le président Mitterrand disait l'argent qui corrompt tout, jusqu'au cœur des hommes. Quand vous êtes capable de corrompre des fonctionnaires, quand vous êtes capable de les menacer, leurs femmes, leurs enfants, il y a aujourd'hui des agents pénitentiaires qui ont des contrats sur leur tête, qui sont protégés par des policiers, des agents pénitentiaires qui gagnent 2 000, 2 500 euros, qui se cachent parce que des narcotrafiquants en prison leur empêche de faire leur travail. Gérald Darmanin, expliquez-nous bien, parce que là, vous faites vraiment une annonce importante. Là, cette prison, comment elle a qualifiée de haute sécurité, on peut dire ça comme ça ? Exactement. Prison de haute sécurité. Est-ce qu'elle sera destinée seulement aux grands narcotrafiquants ou à tout grand criminel qu'on veut vraiment isoler ? Vous savez, dans le narcobanditisme, c'est la criminalité organisée. Les gens sont rarement monoproduits. Ils font de la prostitution, ils font du trafic de cigarettes, ils font de l'exploitation d'êtres humains, ils commandent des assassinats. Malheureusement, les gens sont assez intelligents dans le crime. Donc les 100 personnes les plus dangereuses, celles qui ont l'âge d'ailleurs de faire encore un certain nombre de crimes et de délits, qui commandent leur point de deal, qui commandent des assassinats, je pense qu'il faut savoir répondre quand on est la République et les mettre à l'isolement. Et on va commencer par les 100 premiers, puis après on fera les 200 suivants, et puis les 200 suivants. Je pense que ma vie de maire de Tourcoing m'a appris à ce que les choses se font peu à peu, mais fermement, et avec beaucoup, beaucoup d'attention du ministre. Que répondre par avance ? Alors il y a ceux qui applaudiront et ceux qui vous diront parleront de Guantanamo à la française ou qui parleront de prison de haute sécurité, comme ça avait été une polémique, je crois, là, ça remonte vieux, mais le Canuet, c'est Badinter qui était revenu sur la décision. Non mais notre situation aujourd'hui n'a rien à voir aux années 80. Aujourd'hui on a 82 000 détenus et on a 60 000 places. Donc il y a à la fois des gens qui peuvent téléphoner en prison et puis il y a aussi 4 000 détenus qui dorment par terre sur des lits. C'est indigne d'un pays comme la France également. Parce qu'on n'est pas capable de discriminer les détenus. Bien sûr que le juge décide en toute indépendance si quelqu'un doit aller en prison. C'est pas à moi de le dire, c'est pas à vous de le dire, c'est au juge. Mais il y a des gens qui y sont pour des raisons différentes. Donc il faut savoir adapter la prison à ces situations différentes. Ce n'est pas pareil d'être quelqu'un qui paye pour le crime, le délit qu'il a commis, mais qui doit bien sûr être en prison si le juge le décidé, et de quelqu'un qu'on doit mettre en dehors de la société parce qu'il commande toujours son trafic ou qu'il assassine des gamins de 14 ans dans les rues de Marseille. Donc, au même temps que je ferai des prisons de haute sécurité, la première, je vous l'ai dit, cet été. Parfait. Donc, c'est d'ailleurs en moins de 6 mois. Voilà. Je suis arrivé depuis 20 jours. Je pense qu'il faut en même temps faire des peines pour des peines plus courtes, des prisons à taille plus humaine. On n'est pas obligé de des miradors partout. Vous savez, dans le ministère de la Justice, pour construire une prison, on met 7 ans. Personne ne le comprend. 7 ans pour construire une prison. Parce qu'on veut à chaque fois la prison parfaite, avec des miradors, des barbelés, ou que l'élu d'ailleurs ne veut pas sur son territoire. Gérald Darmanin, je vous ai entendu parler de renseignement criminel. Vous n'êtes pas allé au bout de cette idée-là. Est-ce que ça veut dire que, comme c'est le cas aux États-Unis, il faut s'attendre à un ordre plus policier ? Aux États-Unis, ils ont la NSA, ils ont toutes sortes de strates de ce genre-là. En France, il y a déjà la DGSI. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des attentats terroristes en France aujourd'hui ? J'ai été 4 ans ministre de l'Intérieur, on en a déjoué plus d'une trentaine. Là, c'est le renseignement.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous devons faire pour le narcobanditisme, puisque c'est la même menace, la même chose qu'on a fait pour le terrorisme. Et il y avait des débats comme cela, d'ailleurs, pour le terrorisme. Mais ça nous a protégés. Nous commémorons les 10 ans des attentats. On sait pourquoi on n'a plus ce genre d'attentats en France, parce qu'on a une DGSI avec 5000 personnes, avec beaucoup de moyens technologiques. C'est plus de personnes, plus d'écoutes téléphoniques, plus de renseignements. Oui, il y a un service aujourd'hui de renseignement pénitentiaire qui fait admirablement son travail, mais qui n'est pas assez fort en captation technique, qui n'est pas assez fort en personnel. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous choquer. Vous savez que quand on saisit les téléphones en prison, les 42 000 qu'on a saisis l'année dernière, il n'y en a que moins de 5% qui sont analysés. Donc vous imaginez la situation dans laquelle on est. On saisit 42 000 téléphones de gens qui sont des détenus et qui téléphonent, dont une partie d'entre eux commandent des trafics. On n'a pas les moyens technologiques et humains aujourd'hui de prendre ces téléphones et de les analyser. On est chez les fous. Bon, donc on va faire des choses différentes. On va renforcer ce service de renseignement, comme on l'a fait pour le terrorisme. Et donc on pourra à la fois isoler les personnes qui le méritent, être un peu plus à l'écoute des personnes qui vont se réinsérer, arrêter d'avoir 4000 personnes qui dorment par terre dans les prisons, et nous allons mettre les moyens pour faire du renseignement criminel. Monsieur le ministre, 2 questions encore sur la jeune délinquance et aussi sur l'exécution des peines. L'exécution des peines d'abord, est-ce qu'il est vrai qu'encore aujourd'hui, en 2025, il y a un certain nombre de peines qui ne sont pas exécutées simplement par manque de place, par exemple? Mais oui, mais pas que le manque de place de prison. Les gens qui sont condamnés à bracelet électronique, dans les Bouches-du-Rhône, c'est plus de 1000 mesures d'attente. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans une difficulté où quand le juge et décide d'une peine, la personne qui reçoit cette peine, elle va l'exécuter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est incompréhensible. Mais est-ce que ça veut dire que certains ne l'exécutent jamais? Oui, il y a sans doute des gens qui n'exécutent jamais leur peine. Ça paraît inouï. Exactement, ça paraît inouï. Parce que, imaginez la réaction des gens. Parce que j'ai accepté cette mission difficile. Qui est en retard, c'est une chose. Mais quand on dit, des gens qui sont condamnés et qui n'exécutent jamais leur peine, ça paraît inouï. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui est le plus choquant? Vous êtes un policier avec un magistrat, vous faites votre travail, vous arrêtez un narcotrafiquant. Cette personne va en détention provisoire dans une maison d'arrêt. Il y a un temps limité de la détention provisoire, parce que si la justice ne va pas si vite, on fait libérer cette personne. On ne peut pas garder infiniment quelqu'un en prison s'il n'a pas été condamné. Donc le but, désormais, c'est de libérer le plus rapidement les personnes de la détention provisoire, et comme il y a peu de places d'audience, il y a peu de procès d'assises, et comme il y a peu de moyens pour la justice, les juges, et c'est bien normal, jugent d'abord les gens qui sont dans les prisons. Tous ceux qui ont réussi à être libérés de détention provisoire, on met beaucoup d'années avant de les reconvoquer et condamner définitivement. C'est mon procès de Paris, dont je vous dis qu'on attend 12, 13, 14 ans, des procès de narcotrafiquants. Donc ça ne marche pas, notre histoire. Il faut donc mettre des moyens supplémentaires, mais simplifier très largement la procédure, tout en respectant les droits de la défense. Mais on doit pouvoir juger des personnes qui ont fait des crimes inacceptable pour la société, dans un délai raisonnable, qu'allez-vous faire appliquer leur peine. Gérald Darmanin, pour la jeune délinquance, on voit ce phénomène de mineurs qui sont employés évidemment par des gangs qui les manipulent. C'est le cas notamment beaucoup à Marseille, certains qui ont 15 ans et donc qui échappent à la condamnation telle qu'elle est pour des majeurs. Qu'est-ce qui peut être fait contre cela? Bon, d'abord, la délinquance des mineurs, elle est évidente pour une toute petite partie de mineurs, mais elle est très violente. Et les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs de 1945. Mais je me permets de dire aussi qu'un mineur, chaque père et mère de famille qui nous écoute, sait que ce n'est pas un majeur. Voilà. Donc il faut que nous changions un certain nombre de choses. Le garde des Sceaux précédent avait fait une réforme du Code de la justice des mineurs qui est très efficace. Ça permet de juger les gens en moins de 6 mois désormais, alors qu'auparavant c'était 2 à 3 ans. Mais il faut que nous changions, notamment les structures qui les accueillent. Il y a très peu de place dans les centres éducatifs fermés ou dans les lieux de protection des mineurs. Il y a très peu d'agents de la PJJ qui font un travail formidable, qui ne sont pas assez payés, qui ne sont pas assez soutenus. Ça aussi, c'est un magnifique chantier à faire au ministère de la Justice. Et puis, il faut savoir aussi que les mineurs, ils sont à la fois victimes et auteurs. C'est ça qui est très compliqué. Parce que le gamin de 14 ans qui fait le jobber, comme on dit à Marseille, il est torturé dans des caves, parfois par les mêmes trafiquants. Qu'est-ce que c'est le jobber ? C'est celui qui fait le travail pour annoncer quand il y a la police, pour dénoncer quand quelqu'un arrive dans l'immeuble, pour parfois faire la transaction. Et on utilise des mineurs qui sont protégés par la justice, par notre droit. Et c'est normal, puisque ce sont à 13-14 ans des enfants. Pour aussi commander des assassinats sur Internet. Juste pour vous dire un point, parce que c'est un point très important, nos enfants, c'est vraiment très important. Il faut aussi voir que le ministère de la Justice a aussi des difficultés à placer des jeunes enfants. C'est nous qui avons le placement des enfants qui vivent des victimes sexuelles, des agressions de leurs parents, et on n'est pas bon sur ce point. L'aide sociale à l'enfance, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et nous ne le faisons pas bien. Vous savez, dans les émeutes de l'été 2023, on s'est aperçu que 60% des mineurs qui avaient fait des actes inacceptables de délinquance, soit étaient sortis d'aide sociale à l'enfance, soit ils étaient placés, soit ils étaient issus de familles monoparentales. Donc la protection de l'enfance
C'est pour ça qu'il y a un angle extrêmement de fermeté, mais aussi d'écoute d'enfants qui sont violés, torturés, agressés par leurs parents, par les ayants droit, doivent être beaucoup plus mis en avant dans notre action collective. Monsieur le ministre, il y faut de la volonté politique, mais il y faut de l'argent. Ça représente une part du budget. Je crois qu'actuellement, le budget de la justice, c'est 2% du budget de l'État. Que pouvez-vous obtenir en plus? Évidemment, tout le monde veut de l'argent. Tous les ministères, là, la semaine prochaine, on va en parler, veulent de l'argent. Oui, mais ça n'aurait pas de sens de me faire revenir au gouvernement, de me faire accepter un ministère difficile, et il faut bien le dire, à diriger. Vous avez hésité? Je n'ai pas hésité. J'ai essayé de comprendre auprès du président de la République et du Premier ministre le sens de cette nomination. Si c'était pour avoir des moyens et faire des choses, c'était oui. Ils m'ont répondu, c'était pour faire des choses et avoir des moyens. Donc je crois en leur parole. Et ici, avec quelques centaines de millions d'euros de plus, pour nos concitoyens, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas grand-chose pour améliorer la sécurité, parce que le coût de l'insécurité est très très fort. Donc bien sûr, il faut comprendre la situation budgétaire dans laquelle nous sommes. Je ne vis pas dans un monde parallèle. Mes demandes sont raisonnables. Elles consistent à augmenter l'argent du budget de la justice pour exécuter plus rapidement les peines, pour donner des moyens contre les narcobandits, pour protéger nos enfants, et de recruter les 1600 greffiers et magistrats que nous attendons. L'heure des choix va arriver. Est-ce que ça signifie davantage pour les ministères régaliens, pour les missions régaliennes de l'État, et il faut bien prendre quelque part moins, par exemple, pour l'édifice social? Non, mais oui, c'est ça. Quel est le problème de notre pays? Sur 100 euros d'argent public dépensé, l'État, c'est 30 euros. Et dans ces 30 euros, la justice, c'est 0,5 centimes. D'accord? Bon. Ensuite, vous avez des dépenses des collectivités locales, c'est 20 euros. Et le social, c'est plus de 50 euros. On voit bien que le sujet de notre pays, nos dépenses, de nos impôts, c'est le social. Donc il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas baisser l'argent qui consiste à avoir des policiers dans la rue, des magistrats qui jugent et des enseignants, parce que c'est déjà ce qui a été très serré dans les 30 années précédentes. Le président de la République a réussi à augmenter ses crédits. On ne va pas aujourd'hui se décourager au bout de quelques mois, quelques années. Il faut évidemment faire des efforts dans le domaine social, parce que c'est là où il y a le gisement le plus important de dépenses publiques. Et c'est là où, par ailleurs, quand on regarde les États européens, nous dépensons le plus, avec une efficacité pas très bonne. Vous assumez cela parce que souvent les hommes politiques, en théorie, ils disent qu'il faut faire des économies, puis qu'on dit ok, on va dire tailler dans le social, c'est pas très populaire. Non, mais ça dépend ce qu'on appelle tailler. Alors ça veut dire quoi, concrètement, exemple? Mais je suis pas sûr que tout le monde ait besoin d'avoir des prestations de logement, par exemple. Est-ce que quand quelqu'un gagne 4 000, 5 000, 6 000 euros, on peut avoir des APL? Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'APL pour mes futurs enfants. J'ai les moyens de leur prendre un studio d'étudiants. Je ne pense pas que ce soit du bon social. Il y a manifestement une difficulté autour du système des retraites. On en reparlera. Nous avons des difficultés incroyables, manifestement, dans certains abus qui touchent notre système social, notre système de santé ou notre système, évidemment, d'allocation. Est-ce que ça veut dire faire maigrir l'État? David Lisnard était sur notre plateau il y a quelques jours, il disait, voilà, dans ma ville, je veux faire réduire le nombre de fonctionnaires de 10%. Est-ce que c'est possible à l'échelle de l'État? Je pense que c'est possible, bien évidemment. Il y a même au ministère de la Justice un certain nombre d'économies à faire. Attendez, j'ai bien entendu ce qu'on avait dit, Jean Darmanin, vous avez dit, on peut réduire de 10% l'ensemble des postes de fonctionnaires en France? 10% comme ça, c'est gérer une mairie, je l'ai géré, c'est pas pareil que gérer l'État, mutatis mutandis. Mais je prends l'exemple du ministère de la Justice. Demander de l'argent en plus, ça ne veut pas dire faire des économies en interne. Par exemple, nous payons 36 millions d'euros par an. Les Français payent 36 millions d'euros pour garder des voitures qu'on a piquées à des trafiquants. On fait des frais de parking. Il faut vendre ces voitures. Il y a une loi Warsmann qui a été votée à l'unanimité qui nous permet de vendre tout objet du délit avant même la condamnation. C'est-à-dire que la personne qui sort de garde à vue, elle rentre à pied, elle ne rentre pas avec la voiture qui a nargué tout le quartier. J'ai dit à la justice, ce sera dans ma circulaire de politique pénale, il faut évidemment vendre tous les biens qu'on a saisis aux personnes qui sont délinquantes. Deuxième sujet, aujourd'hui quand vous êtes quelqu'un de condamné, c'est la justice qui vous appelle pour savoir si vous faites appel, si vous n'êtes pas venu à l'audience. C'est 30% des gens qui ne viennent pas à l'audience. Je suis désolé, on va changer les choses. Si vous n'êtes pas à l'audience et que vous ne vous renseignez pas de savoir si vous êtes condamné, il n'y aura pas d'appel après un délai d'1 mois. Il y a des économies à faire, de bon sens, mais l'essentiel de notre débat, c'est la sphère sociale. Comment résumer tout ce que vous êtes en train de nous dire, ce duo, certains ont dit duo, duel, peu importe, ce duo que vous formez avec Retailleau, Darmanin, est-ce que c'est l'heure de la fermeté? Au fond, comme il y a eu à une certaine époque un Pasqua qui a incarné ça en France, est-ce qu'on est dans un moment tel en France? Mais la police et la justice, c'est la même barque. Ils font le même travail. Ils ne le voient pas toujours comme ça. Oui, mais c'est normal, parce que peut-être que les ministres ne l'ont pas assez explicité, parce qu'il peut y avoir ici des combats de chapelle. Tous les Français voient bien que les policiers arrêtent des personnes, les magistrats les condamnent ou les innocentent, et les agents pénitentiaires les mettent en prison et les accompagnent vers la réinsertion. Est-ce que vous achetez l'idée de ceux qui disent Retailleau et Darmanin, c'est au fond la dernière étape avant Le Pen? Si on n'agit pas maintenant, ensuite ce sera le RN?
Je pense que les Français sont un peuple très politique et ils sont un peuple de bon sens. Moi, vous savez, dans ce ministère, ce que je n'aime pas trop, c'est que les mots ne correspondent pas à la réalité. Quand on dit quelqu'un fait une peine de prison, quand il est condamné à une peine de prison, il doit aller en prison. Et aujourd'hui, les gens qui sont condamnés à une peine de prison, les Français le voient, ils ne vont pas toujours en prison. Quand on dit qu'il est à l'isolement dans une prison, il peut téléphoner. Les Français se disent qu'il y a un truc qui ne va pas à Paris. Donc en tout cas, le duo que je forme avec le ministre de l'Intérieur, puisque vous l'appelez comme ça, pour qui j'ai le plus grand respect et une grande amitié, on n'est pas d'accord sur absolument tout, mais on vient de la même famille politique, on est, je crois d'ailleurs, conscient des mêmes enjeux pour les Français. C'est un duo pour la sécurité de tous nos concitoyens. Si ça peut les aider à avoir confiance dans l'État, parce qu'il y a une sorte de frustration démocratique. Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est le dernier rempart avant le RN? Mais je ne dois pas être prétentieux pour penser que M. Retailleau et moi, tout seuls avec nos petits bras, on serait les seuls face au rempart. En gros, une politique droite, très ferme en matière de sécurité. Voilà l'argument. Vrai ou faux? C'est une politique de bon sens. Et la bon sens, c'est quand on fait quelque chose de pas bien, on doit être puni. Voilà. Bon, je pense que tous les Français le comprennent et éduquent leurs enfants comme ça. Donc si ça peut nous permettre, M. Retailleau et moi-même, de redonner du confiance au peuple français dans des politiques de gouvernement, j'en serais très heureux et j'aurais bien fait d'accepter d'être ministre de la Justice. Gérald Darmanin, vous avez changé de monde entre la place Beauvau et ici la place Vendôme. Alors vous avez une toute autre clientèle, j'allais dire, c'est pas tout à fait le mot, il a peut-être un peu mal choisi, mais les magistrats. Alors, vous aviez commencé par exprimer une critique à leur égard concernant la décision de justice concernant Marine Le Pen. Vous disiez, donc la décision concernant l'affaire des assistants du Parlement européen, il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Mme Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. Est-ce que vous maintenez cette critique? Mais j'étais parlementaire. Parlementaire, dans la Constitution, il est libre de sa parole. Mais votre avis à vous, maintenant? Mais attendez, je vais vous dire, oui, mais si vous êtes rédacteur en chef, vous ne comporteriez pas pareil que c'est journaliste, vous voyez. Bon, donc on a un rôle. C'est citoyen, là, c'est un habit de citoyen, c'est pas un rôle, ceci ou cela. On a un rôle, voilà, on a un rôle. Et mon rôle, c'est d'être le ministre de la Justice, le garant de l'indépendance de la justice. Donc évidemment, comme garde des Sceaux, mes opinions personnelles, je les garde in pectore, vous voyez. En revanche, quand j'étais parlementaire, et c'est leur liberté constitutionnelle, heureusement que dans une démocratie, les parlementaires disent ce qu'ils souhaitent, c'est la séparation des pouvoirs. Mon travail aujourd'hui, c'est de redonner confiance dans la justice de notre pays. Pour les Français, qui ont du mal à croire leur justice, bien évidemment, mais pour les magistrats eux-mêmes, pour les greffiers, et même pour tous ceux qui, comme les avocats, concourent à la justice. D'accord, mais vous faites encore de la politique. Vous non, je ne fais pas de la vie politique. Si, non, mais attendez, vous faites de la politique. Mais quand j'étais ministre des Comptes publics, j'ai soutenu les agents des finances publiques pour faire l'impôt à la source. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai soutenu les policiers et les gendarmes quand ils avaient des grandes difficultés. Et en tant que garde des Sceaux, je suis chef d'administration, je vais soutenir mes magistrats. Je dis mes magistrats parce que je serai premier à refuser la critique face à eux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons affaire à des gens qui sont désespérés parfois. Non pas parce qu'ils seraient politisés ou parce qu'ils auraient des problèmes ici ou là avec une forme de fermeté ou de laxisme, mais parce que les décisions qu'ils prennent ne peuvent pas être suivies d'effets du fait du peu de moyens qu'on leur donne. Monsieur le ministre, posons la question autrement. Laissons de côté l'aspect judiciaire. Évidemment, on n'est pas de démentir vos magistrats, mais sur le principe tactique, est-ce que Mme Le Pen risque de sortir gagnante en disant, vous voyez, on a voulu me museler, hypothèse, si elle a 1 an d'inéligibilité, et ensuite elle se présente en 27 en disant, vous voyez, on a voulu me faire taire à la Trump. Est-ce que cette hypothèse existe selon vous? Mais qu'il s'agisse de mes amis ou de mes adversaires politiques qui seraient en lien avec la justice, je crois que la posture d'un homme d'État n'est pas de faire pression sur tel ou tel. Donc chacun comprendra que le ministre de la Justice, qui est le seul ministre cité dans la Constitution par le général de Gaulle, ce qui montre bien son aspect particulier, doit rester sur la réserve dans les affaires en cours. Les magistrats peuvent-ils être politisés? On sait le poids du syndicat de la magistrature et il y a 2 avis sur la question. Ils ont pris position, par exemple, en juin 2024, l'année législative, en disant qu'ils voulaient être un mouvement collectif d'union et de résistance contre l'extrême droite. Alors, il y a 2 possibilités. Ou bien on applaudit en disant défense de la République, ou on dit c'est gênant que des magistrats qui jugent aient quand même laissent planer un soupçon de partialité. Quel est votre avis? Il y a 2 choses. Il y a le fait que les magistrats soient des fonctionnaires, comme les autres fonctionnaires, et ils ont un devoir de neutralité. Et je pense que les magistrats, ils peuvent avoir un idéal. D'ailleurs, je pense que quand on devient magistrat, c'est qu'on a un idéal de justice. C'est donc un idéal politique, tout à fait, bien sûr, souhaitable dans la République. Et évidemment, eux doivent être neutres. Puis il y a les syndicats. Les syndicats, c'est pas moi qui ai imaginé. Les syndicats, c'est une vieille règle de la République, depuis consubstantielle à la République. Donc ils peuvent être syndiqués. Ils sont libres d'expression. Ouais. Voilà, y compris politique, même lorsque c'est exagéré. Voilà. Mais moi, je suis voltairien et j'aime bien l'idée qu'on puisse parler de tout
et que les gens puissent le faire. Et après, les Français se font une opinion, et vous-même, vous commentez. Donc les syndicats ont une libre expression. Il y a plusieurs syndicats ici, et Mme Brugère ne pense pas pareil que le syndicat de la magistrature, pourtant ils sont tous les deux magistrats. C'est pas à moi de faire l'arbitre des élégances. Et puis, par contre, il y a les magistrats, et mon rôle, c'est d'être garant de leur neutralité avec le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, enfin, vous sentez bien évidemment qu'on approuve ou non leur position. Ça laisse quand même l'idée que ces magistrats qui jugent, c'est comme le chirurgien qui vous opère, s'il a dit avant ça qu'il n'aimait pas le patient. Mais vous savez, non mais attendez, le syndicat Alliance, attendez, le syndicat, moi j'ai toujours eu la même position. Le syndicat Alliance de la police nationale, il a dit le problème de la police, c'est la justice. Bon, il avait le droit de le dire. Est-ce que c'est vous le pensez? Vous l'avez pensé? Est-ce que c'est bien de le dire? Moi, j'ai dit que le problème de la police, c'est les moyens de la justice. Oui. Donc je ne pensais pas, et je l'ai dit comme le syndicat Alliance, ce qui ne m'empêche pas de respecter profondément le syndicat Alliance. Le syndicat de la magistrature, ou d'autres syndicats, peuvent dire ce qu'ils souhaitent. Ils ont la liberté de le dire. Et après, on a le droit de ne pas être d'accord avec eux. Mais vous voyez, une démocratie, c'est quand même une forme de liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle s'arrête, et c'est bien normal, lorsque le fonctionnaire agit comme agent public, et là, ils ont un devoir de neutralité. Et jusqu'à présent, j'ai vu des magistrats épuisés, qui se posaient des questions, mais je n'ai pas vu de magistrats qui m'ont dit « Monsieur Darmanin, vous n'avez rien à faire place Vendôme » ou « Je ne suis pas d'accord avec votre politique pénale » puisqu'ils appliquent ce que décide la loi. C'est trop tôt, on verra. Attendez. Mais écoutez, moi je constate que j'ai eu un bon accueil au ministère de la Justice, parce que vous savez, la justice politique ne doit pas exister, mais je pense qu'il doit y avoir un homme politique à la tête du ministère de la Justice. Alors parlons-en, parlons politique, la mère des batailles, les retraites. C'est l'ouverture sur la semaine à venir. Est-ce que oui ou non, selon vous, il faut revenir sur la réforme? Est-ce qu'on peut transiger? Est-ce qu'on peut suspendre ou abroger la réforme des retraites? Écoutez, moi je ne suis pas dans la négociation du gouvernement, je ne sais pas... On vient de parler du budget tout à l'heure, ça va compter. Non mais attendez, je ne sais pas ce qui se passe. Faire un budget. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Le budget de l'État n'est pas le budget de la sécurité sociale où sont les retraites. Il faut le faire passer, il faut éviter la censure. Et moi, personnellement, vous me posez la question, je ne suis pas favorable à revenir sur une réforme que j'ai toujours soutenue, une réforme impopulaire, la réforme des retraites, mais qui a été faite par tous les pays autour de nous. Et je ne peux pas vous dire, il faut renforcer le régalien, la justice, la police, l'armée, et vous dire, il ne faut pas toucher aux retraites. Ce ne serait pas normal d'un homme politique qui se respecte. Donc moi, je suis favorable, évidemment, à cette réforme difficile qu'a fait Mme Borne, et que nous avons été très peu à soutenir. Donc tout faire pour la sauver, c'est ça? Écoutez, moi, mon rôle, ma position politique, vous me demandez, c'est de ne pas toucher cette réforme difficile. La possibilité d'un référendum. Le président de la République a ouvert l'année sur cette idée. Je vais demander aux Français de trancher sur un certain nombre de choses. Alors, l'idée d'un référendum qui serait une manière de tirer le débat vers le haut, d'abord, vous y êtes favorable? Moi, je suis gaulliste, donc je suis pour la consultation du peuple. Il ne faut jamais avoir peur de la consultation du peuple en démocratie. Quand on lit la Constitution, le président de la République, sur proposition du gouvernement, peut organiser un référendum, tout projet de loi pourtant sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale, environnementale. Qu'est-ce que ça peut être? Les retraites, par exemple. Est-ce que c'est un bon thème? C'est au président de la République de le décider. Mais sur proposition du gouvernement. Vous y êtes? Non, mais personnellement, moi, ce n'est pas ma partie, avouez-le bien. Je ne suis pas le ministre du Travail et je ne suis pas le Premier ministre. Mais moi, je ne suis contre aucune consultation du peuple. Il y a aussi l'article 89 qui permet de modifier la Constitution et de consulter les Français. Bon, j'entends dire qu'il peut y avoir des référendums sur l'immigration. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans l'article 11. Mais on pourrait proposer une modification constitutionnelle. Ça se discute. Pour consulter les Français. L'économie, ça se discute. Non, mais vous considérez, vous savez, les juristes, 3 juristes et 5 avis. Moi, personnellement, tout ce qui peut être fait dans le champ du référendum, j'y suis favorable. L'immigration, puisque vous l'abordez de vous-même, est-ce que oui ou non, selon vous, il serait bon une fois d'affronter clairement que les Françaises et les Français, se prononcent sur l'immigration? Mais pas affronter. On n'affronte jamais le peuple français quand on est un démocrate. On écoute ce qu'il a à nous dire après un débat nourri et je l'espère le plus libre possible. Donc moi je n'ai pas peur de ce que pensent les Français ni aux élections locales et nationales ni à ce qu'ils nous disent sur un référendum. Et l'immigration peut être un sujet, mais il faut dire aux Français aussi, il ne faut pas les prendre pour des idiots, qu'on doit d'abord réformer la Constitution parce qu'aujourd'hui, à part peut-être des sujets picrocolins, aujourd'hui, on ne peut pas les consulter, ni sur l'immigration, ni sur d'autres sujets. Donc, pour être très clair, vous n'êtes pas si isolé que ça. Il faut rappeler que ce n'est pas l'idée exclusive du Rassemblement national. Édouard Philippe l'a dit, ou quelques autres. Laissez-moi finir ma question. Mais ma boussole, c'est pas de regarder le Front National toute la journée. Mais en l'occurrence, vous ne seriez pas le seul. Est-ce que, sur l'idée qu'il y ait un jour un référendum sur l'immigration en France, vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. Oui. La question de l'immigration en général. Bruno Retailleau a fait événement dans notre émission il y a quelques semaines en disant « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Et il a été pour cela soit critiqué, soit félicité pour une certaine clarté. Est-ce que vous reprenez cette définition, cette maxime « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Je ne le dirais pas comme Bruno Retailleau. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut juger les personnes pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Il y a des tas de gens qui viennent, comme mes grands-parents,
comme beaucoup de Français qui nous écoutent et qui ont respecté la République, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, qui éduquent leurs enfants en chantant la Marseillaise, qui sont heureux d'être en France, et ils nous apportent énormément de choses. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent en France qui ne respectent rien. Et cela, c'est vrai, on n'est pas assez dur contre eux. Quand j'ai fait la loi immigration, qui hier a été combattue, maintenant je constate qu'elle est largement soutenue par tous ceux qui nous ont rejoints au gouvernement, donc je m'en félicite, j'ai dit une phrase qui avait été caricaturée, mais il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. La personne qui est aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans la salle d'un restaurant et qui travaille de façon très difficile à préparer des plats pour quelques euros, ben, je pense qu'il mérite d'être régularisé s'il respecte la République. La personne qui nous insulte sur YouTube, elle doit être expulsée manu militari. Je pense que c'est ça la France. Et donc la migration, c'est ni une malchance ni une chance. Quand il y a trop d'immigrés qu'on n'arrive pas à intégrer, oui, c'est une malchance pour la France. Et lorsque c'est raisonnable et que nous avons les moyens de les intégrer, ça peut être une chance pour la France. Germain, on voit bien qu'il y a là un débat plus profond, qui n'est pas de la politicaillerie de circonstances. C'est les pays comme le nôtre qui ont une natalité déclinante. Est-ce que oui ou non, ils ont besoin, oui, l'Europe, je parlais de l'Europe en général, est-ce qu'ils ont besoin de la migration pour compenser cela, ou bien est-ce que le projet, c'est celui du RN ou celui de pays comme le Japon qui disent non, on ferme, ou en tout cas on ne veut pas ce recours à la migration. Il y a un choix là, existentiel. Quel est le vôtre ? D'abord, on devrait encourager la natalité dans notre pays. Vous savez très bien que ça ne se déclare pas comme ça. D'abord, j'ai fait ma part. Voilà, vous avez combien d'enfants ? J'encourage 2. Voilà, et plus il y a affinité. 2, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. Voilà, et plus il y a affinité, mais on ne fait pas un enfant tout seul, malgré la chanson. Malgré la chanson. Non, mais je pense que 2 aussi, bravo. Non, mais vous voyez bien qu'une des difficultés de l'accueil des jeunes enfants. Vous évitez la question, si je peux. Non, mais d'abord, je vous réponds. Il n'y a pas de politique de natalité dans notre pays. Je sais que M. Bayrou et le MoDem, depuis très longtemps, demandent une politique de natalité dans notre pays. Il faut encourager et accueillir les enfants. C'est pas si facile que ça. Voilà. Posons la question autrement. Deuxièmement, est-ce qu'on a besoin d'une immigration de travail ? Est-ce qu'on a besoin d'immigration en France, oui ou non ? Le président Sarkozy disait à l'époque une immigration choisie, une immigration de travail. Oui, en partie. 20% de nos médecins sont étrangers. C'est un fait. Et d'ailleurs, je l'avais fait remarquer aux uns et aux autres. Une partie de nos prêtres sont étrangers. Une partie des personnes qui travaillent dans l'agriculture sont étrangères. Voilà. Et ça, on doit pouvoir avoir des gens qui travaillent dans notre pays parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais comme nous avons des Français qui sont à l'extérieur. Le sujet n'est pas le fait que les gens soient noirs ou blancs, musulmans, chrétiens ou agnostiques, c'est qu'ils respectent notre pays. Je pense que la règle républicaine, sur laquelle on devrait s'entendre à 90% entre pays, c'est qu'ils respectent notre pays. Ceux qui ne respectent pas notre pays doivent partir. Monsieur le ministre, je recommande à tout le monde d'aller sur YouTube, de regarder le débat qui vous opposait à Jean-Marie Le Pen en 2018. Et c'est vraiment un moment de télévision intéressant. Un peu jeune. Vous faites plus jeune, effectivement, on l'a tous vu. Il n'y avait pas de cheveux. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. Vous mettez sur la table, c'est Léa Salamé qui anime, vous mettez sur la table le portrait de votre grand-père, algérien, comme vous l'appeliez, tirailleur. Il était français. Oui, absolument. D'origine algérienne. Et la discussion s'engage sur le thème, vous vous opposez à lui, et j'étais frappé du point de vue que ça compte pour vous. En quel sens ? Est-ce que ça fait de vous un homme politique d'un certain profil, le fait d'avoir cette origine-là ? On n'est pas beaucoup ministres à être issus de l'immigration, alors pas totalement, de grand-mère française, de grand-père qui venait de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis fils d'ouvrier, je suis élu local. Mais l'origine, ça paraît ridicule, mais là tout à l'heure au maquillage, vous disiez, regardez mon teint, moi j'ai déjà le teint un peu basané. Votre maquilleuse insistait. Et vous en plaisantiez, non mais c'est sérieux. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que l'origine, elle va surtout avec l'origine sociale. Et aujourd'hui, une partie des immigrés sont les gens les plus pauvres de notre pays. Et je pense que ça, c'est un point important. Et je suis un homme de droite. En 2017, je suis rentré au gouvernement du président de la République. En étant un homme de droite, je suis resté un homme de droite, mais avec une grande conscience sociale. Parce que les origines sociales, ça compte. Les enfants issus d'immigration, de femmes seules qui élèvent dans des tours HLM des gamins, qu'on peut accéder à une école de grande qualité, qu'on peut accéder aux livres, qu'on peut accéder à une éducation, à un capital social, comme dirait Bourdieu, je pense qu'ils ont plus de mal que les autres à réussir dans la République. Et donc, pour répondre à votre question, moi qui suis issu d'une famille modeste, ouvrière et immigrée, je pense que c'est très important dans ma construction personnelle. Cette dualité pour 2027, le fait d'être à la fois un homme de droite, vous le rappelez, et quelqu'un issu de l'immigration et de milieux modestes, cette dualité-là, est-ce que c'est la réalité de la France aujourd'hui ? Je pense que c'est ce que pense le peuple français, qui est à la fois très ferme sur les questions d'autorité et qui a l'écoute sociale. Bien sûr, l'immense majorité de nos concitoyens, ils gagnent moins de 2 000 € par mois, ils ont des difficultés extrêmement fortes, et il y a plein de gens issus d'immigration qui sont très durs sur l'autorité. Très durs. Et c'est d'ailleurs un drame de la droite française d'avoir laissé partir les ouvriers
et une partie des immigrés, des personnes qui sont d'une origine différente de ceux qui étaient là auparavant, parce qu'ils ont entendu les sirènes de M. Mélenchon, parce qu'on voudrait un peuple uni dans sa couleur et dans son origine. Moi, je pense que les Français, c'est des gens modestes, travailleurs, ouvriers, souvent issus de l'immigration, pas tous, mais souvent, portugaises, italiennes, maghrébines, africaines, et asiatiques, et qui veulent de l'autorité. Ils ne veulent pas que leurs filles, dans la rue, se fassent emmerder, et ils veulent pouvoir vivre du fruit de leur travail. Je pense qu'avec ça, oui, on rassemble, comme disait l'ancien président, 2 Français sur 3. Gérald Darmanin, quelle est votre position exacte aujourd'hui ? Bruno Retailleau, puisqu'on revient à ce duo, chez lui c'est très clair, hein, catholique, conservateur, c'est net, clair, homme de droite, catholique, conservateur. Vous, on a l'impression parfois que ça flotte, on ne sait pas très bien si vous êtes LR putatif, si vous êtes macronien, post-macronien, qu'est-ce que vous êtes exactement ? Moi, je suis un homme de droite sociale. Je suis pour la règle, c'est très important, et je suis pour l'écoute sociale. Je suis pour comprendre qu'il y a des inégalités de destin incontestables. Incontestable. Est-ce que vous êtes toujours membre du parti présidentiel, de Renaissance ? Je suis membre du parti présidentiel. Vous êtes à jour de vos cotisations, vous êtes membre de Renaissance ? Je ne suis pas à jour de cotisation. Et j'attends de savoir ce que Gabriel Attal fera de notre rassemblement. Mais c'est intéressant, c'est le Attendez, pays. ça paraît quand même un peu spécial. Ce que vous venez de dire est intéressant. Quand on a l'impression que c'est un parti un peu... Non, mais... Non, attendez, vous venez de dire... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est... Vous dites que je suis en attente de voir ce que Gabriel Attal fera. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on attend de voir quelle est la ligne politique de notre parti, ce qui est normal. Il vient d'être élu, donc il faut lui laisser le temps de s'installer. C'est comme si vous me posiez des questions sur la justice. Vous ne découvrez pas aujourd'hui qui est Gabriel Attal ? Non, je connais assez peu, finalement. J'ai travaillé avec lui, mais il faut qu'on travaille... Et puis, la politique, c'est pas un concours de on s'entend bien ou pas. C'est pas un homme de droite. Non, mais la politique, c'est pas un concours de... Si on est du même parti, oui, ça peut aider quand même. Ah non, on peut très bien être dans le même parti et pas s'aimer. Par contre, si on peut être d'accord sur ce qu'on doit faire ensemble pour le pays, je pense que ça vaut le coup. Le week-end, je pars au week-end quand je peux partir au week-end avec des copains. Mais la politique, c'est pas les copains. Je ne suis pas en train de vous taquiner, c'est une question effectivement très sérieuse. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays ? Est-ce qu'en 2027, le parti présidentiel, le président de la République, a été réélu avec grand succès, 7 ans de pouvoir est-ce qu'en 2027, si on se projette, est-ce que ce parti-là existera ou est-ce que ce sera une autre étape ? Je ne sais pas. Et c'est très difficile, les 2 années qui nous séparent en 2027. Mais ce qu'on doit faire, c'est réfléchir à un projet pour le pays. Est-ce qu'on a aujourd'hui un projet pour le pays ? J'en suis pas certain. Vous voyez, et on ne peut pas simplement dire aux gens, il ne faut pas voter Mme Le Pen. Moi, j'étais en désaccord avec Gabriel Attal quand il a dit qu'il fallait voter LFI. J'ai dit publiquement que j'étais en désaccord avec ça. J'étais quasiment le seul, d'ailleurs. Donc, c'est en composition. On peut dire que cette composition se refera tout aussi bien, par exemple, avec un Edouard Philippe qu'avec un Gabriel Attal. Tout est ouvert. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur un projet. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays ? La politique, c'est d'abord des idées. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Voilà. Donc, j'attends de savoir ce que les uns et les autres veulent faire pour le pays. Et puis, on pourra discuter ensemble ou non. Les Français, ils se désespèrent de la politique. Je pense qu'ils ont un grand mépris désormais pour les politiques et ils s'intéressent encore à leur pays, bien évidemment. Donc on doit être à la hauteur et renouer cette confiance. Vous ne m'avez pas tout à fait répondu, pardon, monsieur le ministre, pardon de vous interrompre, mais je trouve que c'est vraiment un sujet très important parce que, comme vous le dites, vous êtes homme politique et ça fait partie de vos qualités, si j'ose dire. Vous n'êtes pas un technicien, là, au ministère de la Justice, vous êtes un politique. Est-ce que le parti présidentiel est, encore une fois, grande réussite, réélu, etc., mais est-ce qu'il peut disparaître ? Je pense que les civilisations sont mortelles, donc les partis politiques encore plus. Non mais là en 2027, je ne parle pas dans 1000 ans. Est-ce qu'en 2027, on peut imaginer une compétition où il n'y aura plus le parti macroniste ? Mais encore une fois, je pense que... c'est oui, c'est non. Oui, non, mais c'est possible qu'il disparaisse, et c'est possible qu'il soit celui qui nous mène à la présidentielle gagnante. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est les idées. Quelles sont les idées ? Non mais moi c'est une question quand même intéressante. Il faut que nous ayons des idées. On ait un projet pour notre pays. Alors, aujourd'hui, je vais vous répondre franchement, et de la part d'un responsable politique, c'est une phrase difficile. Nous n'avons pas de projet, d'idée pour la France dans 10 ans. Qu'ont réussi à faire les grands candidats à l'élection présidentielle ? Montrer un projet pour notre pays. Voilà, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017, incontestablement. C'est vrai, pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si la présidentielle avait lieu demain, nous n'aurions pas de projet, je crois, qui convaincrait les Français, qui serait sérieux pour notre pays. Donc on doit y travailler d'urgence. 2 ans, c'est une période qui paraît intéressante. Beaucoup diront quel aveu, c'est-à-dire, vous dites, nous n'avons pas de projet. On est en 2025, certains disent qu'il pourrait y avoir une présidentielle anticipée, qu'on y croit ou non, mais vous dites qu'il y a un projet à construire. On part maintenant de là. Mais c'est de notre faute, mais c'est aussi la société. L'intelligence artificielle a tout bousculé. Monsieur Trump est élu aux États-Unis d'Amérique. Ça va évidemment changer notre relation à la vie économique et diplomatique. C'est pas très innovant ce que je vous dis. Oui, vous êtes un parti, théoriquement, vous êtes un parti. Mais donc le parti doit réfléchir. Gabriel Attal est votre président. Oui, bien sûr, mais le parti doit réfléchir. Et je pense que nous devons tous réfléchir. Mais c'est le cas de tous les autres candidats potentiels à l'élection présidentielle. Vous savez, la force des extrêmes, de Mme Le Pen et de M. Mélenchon,
c'est qu'ils ont une victoire gramsciste, ils ont une victoire culturelle, et ils ont un projet. On est en désaccord, moi je suis en désaccord total avec M. Mélenchon, j'ai de très grandes différences profondes avec Marine Le Pen, mais je ne peux pas nier qu'ils ont un projet pour le pays. Nous devons construire un projet pour notre pays. Ça ne se fait pas en 2 temps 3 mouvements, ça ne doit pas être techno, ça doit être en écoutant les gens. On a fait des bonnes choses, on a fait des moins bonnes choses, sinon on n'aurait pas en partie perdu les élections. Et moi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est juste un concours des meilleures personnalités ou de ceux qui sont les plus hauts dans les sondages. Mais ce qui compte, c'est les idées. Il faudra une incarnation. Est-ce que vous êtes candidat pour 2027 ? Bon, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Là, Pourquoi ? Parce qu'on est à 2 ans d'une élection présidentielle et que par ailleurs, je viens d'être nommé ministre de la Justice. Je viens de dire qu'il y avait un drame dans les prisons, un drame dans le narcobanditisme, un drame pour la politique des mineurs. Darmanin, pardon, les grands destins présidentiels. Il y a en dessus de nous le bureau de François Mitterrand, bureau rouge qui est très beau. On va poster une photo sur Twitter avec tous les paradoxes que ça rappelle. Il faut rappeler d'ailleurs, il signait les refus de grâce pour la guerre d'Algérie. C'est aussi lui qui a aboli évidemment la peine de mort. Voilà, les parcours politiques sont longs. Il a été candidat à la présidence de la République si longtemps. Jacques Chirac. Vous faisiez allusion à lui tout à l'heure, une droite populaire. Voilà. Si on veut être candidat à la présidence de la République, on peut le dire longtemps à l'avance. Mais je pense que ce n'est pas du tout la même situation. Je pense que la France, elle n'a jamais été dans une situation aussi difficile aujourd'hui. Et je pense que ce qu'on demande à un ministre qui vient de prendre ses fonctions, c'est de se concentrer sur son ministère. Maintenant, je ne suis pas langue de bois. Je vous dis que c'est trop tôt. Voilà. Donc on va d'abord travailler, on va améliorer la sécurité des Français, la protection des mineurs, la confiance dans la justice. Et on verra bien. J'ai des idées. Je les mettrai dans le débat public. Je ne me désintéresserai pas du tout des grands enjeux. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'habitude d'être discret. Donc vous n'excluez pas de vous présenter, soyons clairs. Je vous dis que c'est trop tôt, c'est assez clair. Je parle français, je crois. Vous êtes jeune, vous êtes relativement... Vous avez quel âge avez-vous ? 42 ans. 42 ans, l'avenir est à vous. Ouais. On verra bien. Ça veut dire qu'on verra bien. On verra bien. Vous savez, moi j'ai une grande chance d'être ministre. Ça fait 8 ans que je suis ministre, à 42 ans. J'ai été maire de ma commune de Tourcoing, 100 000 habitants. Et j'étais ministre des Comptes publics, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. C'est une immense chance pour le fils de femme de ménage que je suis. Donc vous savez quoi, la République, elle est d'une grande générosité pour moi, et j'essaie d'être digne de mes fonctions. Mais s'agissant de la campagne présidentielle, pour moi, un président de la République, vous voyez, c'est De Gaulle. Donc avant de se dire qu'on puisse être le successeur du général De Gaulle, je pense qu'il faut un peu d'humilité. François Bayrou, présidentiable d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et cette réapparition dans le jeu politique, alors dans le centriste, il est très différent de M. Barnier, avec sa rondeur, avec son côté ménageant un peu le RN, mais traitant aussi le Parti Socialiste, etc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, cette espèce d'habileté manœuvrière qui revient ? C'est aussi un élu local. C'est une habileté manœuvrière, c'est sûr. C'est un grand homme politique, un cas d'expérience. Et puis c'est aussi un élu local très enraciné. Moi, je m'entends bien avec François Bayrou. Nous avons des différences aussi. Il m'a dit, d'ailleurs, François Bayrou, un jour... ne cherche pas à être de gauche, tu as une langue maternelle de droite. Ouais. Je pense qu'il m'a donné un bon conseil, voilà. Et il a raison. Et cependant, le Premier ministre a accepté une tâche extrêmement difficile, et moi je suis là pour l'aider. Il y a des époques, il y a eu des époques, il y a eu mai 81, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la France s'est droitisée ? Est-ce que vous constatez que le barycentre, comme disent les cuistres, de la France est à droite ? Alors ça dépend ce qu'on appelle la droite, mais si la droite c'est la fermeté, l'autorité... et une forme de méritocratie, oui, bien sûr, la France se droitise, mais en même temps, elle a, sur la question de la vie sociétale, des aspects différents de ce qu'est la droite conservatrice. Donc je pense que nous aurions à tort d'analyser la droite classique, vous voyez. Alors ce que je vais vous dire en 2 mots, c'est que je vois que le peuple, les gens qui sont entre 800 € par mois, jusqu'à 2000 € par mois, les gens qui composent la plupart des habitants de la France, ils ont quitté la gauche depuis très longtemps pour aller à l'extrême droite, parce qu'ils ont considéré qu'on ne les protégeait plus dans leur identité culturelle, dans leur identité tout court, dans leur sécurité. Et c'est ce qu'on doit réparer, c'est ce qui est très difficile, de pouvoir convaincre l'électorat populaire. La politique face au RN, que faire ? Il y a 2 idées. Il y a ceux qui sont pour le Front républicain, toujours tenir bon le barrage. À l'autre extrême, ceux qui disent de même que Mitterrand, on y revient, l'homme d'étage au-dessus, un jour, on peut faire un gouvernement droite et RN, comme il y a eu les communistes au gouvernement français, ce qui à l'époque choquait évidemment une grande partie de Français et du monde. Est-ce que vous pensez ça possible ? Non, je pense qu'on a eu tort d'exclure le Rassemblement national du débat démocratique républicain. Les Français nous l'ont fait payer. Donc ça, c'est une erreur. Deuxièmement, on doit pouvoir parler aux électeurs du Rassemblement national. Mais des RN dans un gouvernement de coalition ? J'y viens. Donc je veux dire d'abord, mea culpa à la classe politique. On ne doit pas exclure le RN des discussions politiques. Comme je vous l'ai dit, j'étais en désaccord du fait de voter LFI contre le RN. Je pense que les Français ne le comprennent pas et ne l'acceptent pas. Et j'étais en désaccord avec cette position. Il faut parler aux électeurs du RN et comprendre que ce qu'ils votent, c'est parce que nous n'avons pas été fermes, forts, à l'écoute. Cependant, le RN
quand même, c'est un parti d'abord communiste sur le plan économique. Hein. On a vu vraiment... Les communistes, vous y allez un peu fort, mais enfin... eux, ils sont contre la réforme des retraites. Oui. Voilà, eux, ils sont pour un rase gratis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un fonctionnement libéral de notre économie. Donc ça, d'abord, je suis en désaccord parfaitement. Deuxièmement, je pense qu'une partie du RN, pas tous, mais une partie du RN, a une réflexion identitaire, notamment sur les personnes. Et donc moi encore, je vous l'ai dit, ma différence assez forte, c'est que je pense qu'il faut juger les personnes sur ce qu'ils font et pas sur ce qu'ils sont. Et puis troisièmement, je pense qu'on peut aussi se le dire, ils ne sont pas du tout prêts au pouvoir. On l'a vu pendant la campagne électorale, M. Bardella changeant d'avis tous les jours sur tous les sujets à tout moment. Donc non, il ne faut pas faire de gouvernement, bien sûr, avec le RN, mais il faut accepter de discuter avec les représentants que nous envoie le peuple. Gérald Darmanin, merci. Bonne année, on peut le dire encore avant le 15 janvier, je crois. Bonne année. Vos déclarations ce soir seront très commentées, notamment celles sur le retrait de visas des dirigeants algériens, ceux qui cherchent notamment à se venir se faire soigner en France, et aussi évidemment et surtout la création de cette prison qui existe déjà, le choix entre deux prisons de haute sécurité pour mettre les plus grands narcotrafiquants, sans pour l'instant, et plus tard davantage encore de grands criminels. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et la suite de notre programme sur LCI.